in the canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Merci François, merci Frédéric donc d'avoir répondu présent à l'appel pour nous parler de Soderbergh. Mais c'était une évidence pour vous, je crois, Soderbergh. Donc première question extrêmement simple, très basique. Juste savoir, déjà premièrement, pourquoi vous avez très vite choisi ce cinéaste d'emblée, et puis et si vous pouviez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette découverte avec ce cinéaste, comment vous l'avez suivi, voilà, dans un premier temps, pour introduire ensuite le débat autour de ces deux films. Je vais commencer parce que c'est venu au départ. Tu m'as proposé une carte blanche ici. La première idée, c'était de faire un truc sur les histoires du cinéma de Godard. Et puis après, ça n'a pas été possible toujours, techniquement. C'est pas fini. Hein. On va le faire. J'espère bien. Je t'attends au tournant. Et je crois qu'après, mais très vite, j'ai eu envie. Je sais pas si dès l'idée de Godard, j'ai plus de son déjà. On savait que ça serait court, mais pas à ce point. En tout cas, très vite, j'ai eu l'idée de proposer à Frédéric de dialoguer, que ce soit sur Godard, et quand ça n'a plus été possible sur Godard, et que tu m'as demandé, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, alors que l'idée de Godard venait de toi au départ. J'ai évidemment tout de suite pensé à Soderbergh, parce que c'est un point commun qu'on a, enfin, c'est une passion commune qu'on a avec Frédéric. On se connaît depuis un certain temps avec Frédéric, on a écrit ensemble La Transfuge, on faisait quelques tables rondes aussi à l'époque ensemble, dans les années 2010. Et on a toujours gardé contact et amitié. Et oui, on parle souvent de Soderbergh tous les deux, pour une raison, d'abord parce qu'on l'adore, parce qu'on le suit, parce qu'il nous passionne, et aussi parce que probablement à titre compensatoire aussi, dans la mesure où c'est quand même pas un cinéaste extrêmement commenté en France. Frédéric, tu me disais à l'instant que Positif avait quand même fait beaucoup d'entretiens avec lui, mais enfin, par exemple, les cahiers, qui ont plutôt ma sympathie, je pense qu'on ont plutôt raté Soderbergh, en tout cas, n'en ont pas fait un sujet, pas en tout cas à la hauteur de ce qui nous semble, de ce que nous semble être son importance avec Frédéric. Donc voilà, donc dès qu'on a je me trouvais que c'était une bonne occasion d'enfin montrer un peu des films qu'on peut beaucoup aimer et en parler, parce que je trouve que c'est un cinéaste sous-commenté par rapport à son importance. Il se trouve qu'en plus Frédéric est en train d'écrire un livre sur Soderbergh avec un comparse de Positif, et que donc voilà, à ce titre-là, il est d'ailleurs, je pense que tu es beaucoup plus érudit que moi sur Soderbergh, donc voilà, j'ai pensé que ça serait très judicieux et pertinent qu'on en cause tous les deux ce soir. Après, sur notre rapport à Soderbergh, je te laisse dire ton rapport à Soderbergh. Je dirais un peu le mien après. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à Samir, merci à François. Oui, je viens de passer 4 ans avec un copain à écrire sur Soderbergh. Mon rapport à Soderbergh, c'est une vieille histoire en fait. C'est-à-dire, en fait, dans les années 90, la question, elle a commencé à se poser. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, coup sur coup, Soderbergh fait Hors d'atteinte, fait L'Anglais, fait Trafic, Erin Brockovich, Ocean's 11, c'est-à-dire fait des films hollywoodiens à ce moment-là qui sont coup sur coup des espèces de classiques instantanés. En tout cas, moi j'avais l'impression de retrouver le goût d'Hollywood, de retrouver le goût du cinoche américain à ce moment-là. La question, elle se pose à ce moment-là. C'est-à-dire, on se demande, c'est quoi ce cinéaste-là qui a eu une palme d'or à 25 ans, le plus jeune palmé de l'histoire en 89. 10 ans plus tard, ce type-là devient le roi de Hollywood. Avec un drôle de trou entre les deux. Hein. Je pense qu'il faut le dire aux plus jeunes que nous. Voilà, avec un drôle de trou. C'est-à-dire que pendant 10 ans, Soderbergh s'est cherché. Il se demandait qui il était, quel cinéaste il était. Et nous aussi, on avait perdu un peu la voix. Et puis soudain, il fait coup sur coup des espèces de classiques instantanés. Et au moment où on a l'impression qu'il est ce cinéaste-là, il prend tout le monde à rebours. Et il va faire Bubble, il va faire Fuel Frontal, film que j'adore. Il va faire des films qui sont très expérimentaux, en fait. Et ce que j'aime chez Soderbergh, ce qui fait qu'on s'y est intéressé avec Christophe pendant des années, qu'on en parle, c'est que d'une certaine façon, je pense qu'il réconcilie, on va dire, 2 cerveaux de ma cinéphilie. D'un côté, le cinoche américain, raconter une histoire, savoir raconter une histoire. Et d'un autre côté, quelque chose qui serait de l'ordre de la modernité européenne. Je pense que ça, il en parle il le montre dans L'Anglais. Quelque chose de la modernité qui reviendrait, quelque chose de l'expérimentation. C'est-à-dire un cinéaste qui est toujours en train d'inventer, d'expérimenter, de fabriquer des choses. Et la dernière chose qui m'intéresse chez lui, c'est que j'ai tout le temps l'impression, depuis très longtemps en tout cas, c'est que c'est un type qui est au bon endroit, au bon moment.
et que c'est quelqu'un qui est au bon endroit au bon moment, qui filme du bon endroit ce qu'il faut, et que d'une certaine façon, on s'en est rendu compte pendant le confinement avec Contagion, et ben, qu'il voit des choses. Et quand je regarde un film de Soderbergh, ben, je vois des choses du monde. Voilà. Moi, je dois dire que pour compléter, on n'a pas exactement le même vécu avec Soderbergh, mais c'est à peu près le même quand même. C'est vrai que moi, je suis contemporain de sa Palme d'Or de 89, je suis un peu plus vieux que toi. Et je n'ai aucun souvenir de ce que m'avait évoqué ce Sex, Lies and Videos, qu'il faudrait que je revoie, que je n'ai jamais revu. Et donc, en fait, moi, j'ai perdu de vue Soderbergh pendant 10 ans, et lui-même se perdait un peu, tu viens de le dire, il fait un drôle de film sur le Kafka à l'époque, un peu expérimental quand même déjà. Il fait 2 ou 3 autres films assez expérimentaux aussi. Puis donc, il arrive dans la période que tu viens de dire, où la mainstream, avec des films que je vois, que j'apprécie dans leur... Moi, je me souviens que j'avais vraiment... Il y avait un mot qu'on se disait beaucoup avec Burdo à l'époque, mon comparse décaillé, c'était le swing. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'il avait réinventé le swing américain, c'est-à-dire cette espèce d'élégance, de désinvolture absolument irrésistible du cinéma américain classique et aussi moderne, mais surtout classique. C'est des films swing. Mais en même temps, quand on disait swing, c'était ambivalent. Parce que ça voulait dire, c'est un peu easy, quoi. C'est facile, c'est jazzy, c'est Ocean's 11, quoi, qui est vraiment un film que j'adore revoir, mais comme on se réécouterait un bon morceau de soul ou de pop, un truc très musical chez Soderbergh d'ailleurs. Mais c'est tout. Moi, je ne le prenais pas très au sérieux à ce moment-là. Je me disais, bon, c'est un faiseur, un amuseur, un divertisseur vraiment de génie. Et j'aime bien ce côté-là du cinéma américain comme Frédéric. Mais moi, le lien n'était pas fait, quoi. Après, il y a le premier truc qui m'intéressait chez lui, vraiment, j'avais écrit dessus dans les cahiers à l'époque, c'était vraiment l'économie, ce qu'il était en train d'inventer comme système de production. Ça m'intéressait beaucoup. On sent qu'il a beaucoup réfléchi à ça. Et je pense que ces films en portent la trace, où il est beaucoup question d'argent, notamment dans le deuxième que vous avez vu ce soir. Et là, j'avais écrit dessus dans les cahiers, là-dessus, moi, sur le système Soderbergh. Il était en train d'inventer une espèce d'autogestion, un truc autonome qui se séparait un peu des studios, dont il avait été pour autant le roi pendant un moment. C'était très intéressant. Mais moi, le flash esthétique arrive avec Bubble, quoi, où là, je considère qu'il y a un deuxième Soderbergh qui se met en place. Et là, je crois pendant 10 ans, pour moi, il va accumuler les grands films, quoi. Peut-être pas exactement des grands films, en tout cas des films passionnants. Et c'est là, moi, vraiment qu'il devient un cinéaste central que je suis. Bon, on essaiera de détailler un petit peu pourquoi. Voilà un petit peu pour notre vécu Soderbergh. Juste une parenthèse, tu parles de swing. Lui, il a une façon de définir ce qu'il fait à partir de Hors d'atteinte, film que j'adore. Lui, il parle de cutie and funky. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait des films funky. Et c'est l'idée. Et c'est à partir de ce film-là, plus l'anglais, qu'il va commencer à développer, sa méthode de tournage, son économie de tournage. Tu parlais, ce rapport direct, c'est-à-dire à un moment donné, c'est un type quand même qui a l'idée dans le cinéma américain, même s'il fait des films à Hollywood, de faire exactement, de retranscrire exactement à l'écran, de trouver une méthode pour que le film ressemble exactement à ce qu'il veut. Alors qu'on est obligé de passer par une économie, on est obligé de passer par Hollywood, on est obligé de passer par des producteurs, on est obligé de passer par, on va dire, 1000 choses qui devraient détourner l'objet fini de son auteur. Et lui va essayer d'inventer des moyens tout au long de son œuvre, qui sont des moyens à la fois cinématographiques et de production. Mais ces films sont aussi des films sur ça. Comment, à un moment donné, trouver le moyen détourné, inventer parfois des dispositifs compliqués pour pouvoir éviter tous les pièges et redonner la vision exacte qu'on avait envie de donner. On se le disait juste un petit peu avant de venir, il y a une espèce de jeu que font des gens un petit peu attardés comme de mon espèce, qui consiste à se demander quelle est la postérité de Godard. Est-ce qu'il y a des cinéastes godardiens en activité? Pour souvent conclure qu'il n'y en a pas, et que ça serait déjà un grand sujet. Et en fait, il y aurait Steven, quoi. Il y aurait Soderbergh pour ça, pour ce que vient de dire Fred, c'est-à-dire le nouage, vraiment l'indissociabilité dans sa réflexion entre... penser un film, c'est penser comment faire un film. Et tout ça est indissociable. Je veux dire, c'est vraiment penser économiquement un film, c'est déjà penser le film. C'est partie prenante de la réflexion esthétique elle-même. Les deux choses sont absolument pas disjointes, ce qui était obsessionnel chez Godard, et il en a pris d'ailleurs, il en a tiré des conséquences parfois très radicales, jusqu'à prendre le maquis, notamment à la fin des années 60. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez Soderbergh, qui d'ailleurs se réfère assez souvent à Godard, ici ou là. Je voulais ajouter une deuxième chose, c'est que, a priori, quand j'avais proposé à Fred de venir ce soir, je lui ai proposé ce programme-là, ce menu-là,
Dans un premier temps, c'était plutôt l'anglais et Piégé, parce qu'en fait, je voulais des films de ce que j'appelle les deux périodes de Soderbergh, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais effectivement, la période que j'appellerais peut-être pré-expérimentale, même si c'est déjà expérimental à l'époque, mais en tout cas, je pense qu'il se distingue par quelque chose, et je pense que ça a pu vous apparaître, vous confirmerez ou non. Il me semble qu'il y a quand même tout un moment dans son cinéma où il dialogue beaucoup avec le cinéma. Alors c'est toujours un peu une tarte à la crème de dire des choses comme ça. On peut dire tout film dialogue avec le cinéma. En fait, c'est pas vrai. Il y a des cinéastes qui dialoguent plus ou moins avec le passif cinématographique dont ils viennent. Et j'ai l'impression qu'il y a un moment, et c'est sans doute ça qui le handicape un peu ou qui le stérilise un peu dans les années 90, c'est vraiment un cinéaste cinéphile. C'est un cinéaste qui a vu des films, c'est un cinéaste qui est hanté par des films. Et qui, comme par exemple un de ses contemporains, ou presque contemporain, Paul Thomas Anderson, on a l'impression que dans un premier temps, il faut qu'il règle un peu ce truc-là. Il faut qu'il règle un peu, je viens pas de nulle part, il y a eu quand même 600 000 films avant moi, et notamment américains, puisque je suis américain. Et c'est avec ça, et l'anglais, je pense, porte très largement la trace de ça. Je pense que ça a échappé à personne. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail peut-être. Terence Stamp, le comédien, est un anglais, mais bon, il est une créature de cinéma. On détaillera peut-être. Et il me semble, et je pense que Fred sera d'accord avec moi, qu'il y a une deuxième période de Soderbergh, je schématise à mort, où ça y est, c'est fini. C'est plus avec le cinéma qu'il dialogue, c'est avec le monde. Une fois, c'est vraiment beaucoup trop grossier de dire des choses comme ça. Et là, vous avez... donc je me disais, effectivement, ça serait intéressant d'avoir un film de cette période-là où j'ai l'impression qu'il dialogue avec le cinéma, et il m'a paru que l'anglais, et puis en plus je savais que Frédéric l'aimait beaucoup, serait le plus opportun et le plus pour exemplariser un petit peu cette façon de faire du cinéma sur le cinéma. Et puis un film plutôt de la deuxième période, j'avais pensé à Piégé, et puis finalement on est arrivé sur Girlfriend Experience, qui est mon préféré de Soderbergh, et qui pour le coup, là j'ai l'impression qu'on ne peut pas trouver trace dans Girlfriend Experience de quelque chose qui serait explicitement une mise en abîme de quelque chose, ou un dialogue avec une antériorité cinématographique, ou avec tel ou tel... J'ai l'impression qu'il est plutôt de plein pied avec son sujet. Son sujet étant, il faudrait voir quoi. Et qu'il se donne une espèce de... comme ça de... Bon, cela dit, en revoyant les deux pour préparer ce soir, je me suis dit que c'était plus compliqué que ça, puisque de fait, les deux sont tout aussi expérimentaux l'un que l'autre, qu'il y a notamment un gros point commun, c'est leur diffraction temporelle, enfin une espèce de rissé comme ça, diffracté, alors de façon quand même plus radicale dans Girlfriend, au bout du compte plus radicale. Mais il y a quand même... Donc en fait, le schéma que je viens de faire des deux temps, il est comme tous les schémas, et comme toutes les chronologies, à la fois, je pense, un peu juste, mais en même temps un peu fallacieux. Dernier truc, c'est que pas dernier truc, Soderbergh, dans les années 90, en tout cas, c'est vrai, il se cherche Kafka. Il fait même, d'ailleurs, c'est étonnant, il fait des films qui se passent généralement dans le passé. On parle de Kafka, oui. On parle de King of the Hill, ce sont des films qui se passent dans le passé. Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, il est effectivement en train de se chercher. À fleur de peau est le remake d'un film de Chris Cross de Siodmak. Mais très vite, quand il va se trouver avec Hors d'atteinte et surtout avec l'anglais, c'est un cinéaste qui ne va plus du tout être un cinéaste nostalgique. Et s'il y a une chose qui doit différencier Soderbergh de ses contemporains dans les années 90, pensons à James Gray, pensons à Quentin Tarantino, pensons même à David Fincher, pensons donc vraiment à des gens qui sont apparus avec lui à peu près à cette époque-là, c'est que Soderbergh ne sera plus jamais dans un rapport nostalgique, plus d'abord dans un rapport fétichiste au cinéma. C'est quelqu'un qui, je pense, se pose très vite la question de si je veux regarder le monde, eh ben, je ne peux pas chausser des vieilles lentilles, je dirais, des vieilles lentilles qui ne fonctionneraient plus. Si je veux regarder le monde moderne, si je veux regarder le réel tel qu'il est, si je veux regarder ça, il faut que j'invente des moyens d'aujourd'hui pour les regarder. Donc si à un moment donné, je vais utiliser des choses qui ont été faites précédemment, c'est simplement parce que je vais avoir, à un moment donné, besoin de cet outil-là. Mais cet outil-là, ce n'est pas simplement cet outil qui va me servir sur le coup à regarder le réel, c'est simplement qu'il fait partie d'un processus qui me permettra d'avoir à la fin l'outil adéquat pour regarder le monde. Voilà. Et donc, je pense que, en fait, ça va totalement changer le rapport à l'histoire du cinéma. C'est une des choses qui me fascine chez Soderbergh. C'est-à-dire que l'histoire du cinéma n'est plus à ce moment-là simplement... on va dire, des périodes dont je serai nostalgique, et puis je vais le citer, je vais faire des clins d'œil, je vais m'amuser avec ça, je vais fétichiser, je vais maniériser ça. C'est pas du tout un maniériste, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, il y a des choses qui ont été faites par le passé, et ces choses-là, peut-être, à un moment donné, pourraient m'être utiles,
Je pense que c'est même déjà dans l'anglais, pour m'être utile, pour regarder les choses. Voilà. Et je pense que ça change le rapport à l'histoire du cinéma. Voilà. C'est plus du maniérisme. Merde, j'ai encore un truc à dire. Moi, il me semble que l'anglais, ça parle aussi de ça. Ça fait déjà ça. Et ça trace ceci parce que c'est un drôle de personnage. Il est un peu ringard. Il y a quelque chose un peu de daté chez lui, de désuet. Alors après, on peut dire de joliment désuet. C'est-à-dire qu'on est plutôt de son côté par rapport à ceux qui incarneraient. D'ailleurs, quelle modernité, parce qu'eux-mêmes sont un peu ringardissimes. Le personnage joué par Peter Fonda lui-même est une espèce de nostalgique des années 60 qu'il raconte de façon un peu frelatée. Bon. Mais c'est vrai qu'il passe un peu pour un ringard. Et il y a une scène qui est très Soderberghienne et qui pour moi fait pivot pratiquement et qui vraiment va dans le sens de ce que tu dis. Dans cette espèce de nécessité qu'il ressent à un moment que pour capter quelque chose du monde, tel que je commence à l'entrevoir, moi, Steven Soderbergh, il va falloir que je me donne... Je ne peux pas m'encombrer non plus des vieilles formes. Il faut que j'invente autre chose, qui est un peu le geste artistique de base, d'ailleurs, en fait. C'est comme ça qu'on invente en art. C'est parce qu'on dit qu'il y a une espèce de sommation à un moment du réel qui dit qu'en fait, les vieilles formes ne vont pas suffire à capter le réel que j'ai envie de capter. Et pour moi, c'est vraiment la scène dans l'anglais qui est très Soderberghienne et qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de ses films, avec le flic, que je vais appeler le flic noir. Pardon, mais ça me permettra d'identifier. Je crois que c'est Bill Duke, l'acteur Bill Duke. Ouais, et qui est un mec donc du FBI, je sais plus, c'est des stupes en tout cas, mais ouais, c'est des stupes. Et il y a deux scénarios qui se confrontent à ce moment-là. Il y a le scénario de Wilson, l'anglais. Lui, il est venu pour venger sa fille. Et peut-être aussi pour éponger une certaine culpabilité, enfin, tout ça. C'est un scénario personnel, de revenge movie, on pourrait dire, quelque chose comme ça, quoi. Et là, il se confronte à un autre scénario qui est l'autre pan du cinéma de Soderbergh, qui est... c'est un plus gros dossier. Attention, on est dans un gros trafic de drogue, avec un gros poisson qui, en fait, sert à héberger, à blanchir de la drogue, en fait. Hein. On se sert de son compte en banque pour blanchir de la drogue. Il est en contrat avec les dealers, de ce point de vue-là, les trafiquants de drogue. Et donc, bon, cet Anglais tombe dans un truc qui est beaucoup plus gros que lui, beaucoup plus gros que le film dans lequel il est en train de jouer, qui est un film plutôt un peu à l'ancienne, justement. Vieille forme, vieux film noir, tout ça. Et là, on entrevoit un autre paysage du trafic, du réel en général. Et bon, il se trouve que les deux vont faire alliance. Finalement, le flic va un peu l'utiliser pour aller achever Valentine parce que ça l'arrange. Voilà, c'est de l'instrumentalisation. Mais là, je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment Soderbergh, par la suite, va beaucoup se pencher sur ce qu'on entrevoit à ce moment-là. Des grands flux d'argent, des grands flux monétaires qui sont en fait la vraie délinquance. Et la délinquance de l'anglais qui a été tellement... j'allais presque dire la plaisante délinquance de l'anglais qui a été un braqueur de banque en fait. Le mec il a fait quoi? À un moment on nous dit qu'il a braqué pendant le concert de Pink Floyd, c'est ça en gros la caisse, c'est un truc comme ça. Ça fait très vintage en fait, tu vois. Déjà concert de Pink Floyd, on a braqué la caisse. Enfin, c'est les mecs qui braquent quoi. C'est un peu à l'ancienne, c'est un peu bon. Et non, maintenant on a affaire à autre chose. On a affaire à d'autres, une délinquance beaucoup plus abstraite peut-être. Et il va falloir se donner une autre forme pour capter cette abstraction-là, l'abstraction des flux monétaires. Et ça sera plutôt effectivement ce dont il est question dans Girlfriend Experience. Mais je disais ça vraiment pour... je rentre un tout petit peu trop dans les films là, mais pour aller dans ton sens, quoi, pour dire qu'à un moment, les formes dont on hérite, on ne peut pas en être nostalgique, d'ailleurs aussi pour cette raison-là, parce qu'en fait, elles ne sont plus opératoires. Il va falloir inventer autre chose, tout en continuant à dialoguer avec elles. Avant qu'on continue là pour le coup à développer les deux films, peut-être qu'il y aurait déjà des questions sur tout ce qui vient de se dire. Est-ce que vous avez une question? Oui. C'était pour revenir sur les flux monétaires. On parlait d'un braquage à l'ancienne dans l'anglais qui semblait un peu désuet. Et pourtant, alors le dernier film de Soderbergh que j'ai vu, du coup, c'est Logan Lucky. Et on revient à cette idée d'un braquage très basique, avec d'ailleurs le côté de l'américain basique, qui a une course de voitures qui font juste des ronds. Il y a peut-être un retour à ce braquage à l'arme à feu très simple, en fait, chez Soderbergh. Je pense qu'il a vraiment un goût pour ça. Il a un goût pour ça. D'ailleurs, quand il fait l'anglais ou quand il fait d'autres, quand il fait Hors d'atteinte, c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, il aime ça. Et d'ailleurs, il fait, même un film comme Piégé, enfin il aime les scènes d'action à l'ancienne. Il aime l'action à visage humain, à hauteur d'homme. Dans Piégé, il y a des trucs super. Il y a vraiment des bastons qui sont extrêmement concrètes.
ou une espèce de poursuite sur les toits. Vraiment, il aime ça, cette espèce de cinéma artisanal, pas trop trafiqué, pas trop numérisé, pas trop reconfiguré en post-prod, faire des vraies choses aux vrais gens. Prendre une combattrice de MMA pour faire piéger parce qu'à un moment il y aura des bastons, il faudra qu'elle y aille vraiment. Enfin, bon, il prend aussi une actrice porno pour faire l'actrice de Girlfriend Experience, qui serait un autre débat. Mais donc vraiment, il a ce goût-là. Il aime, sauf qu'en fait, il se retrouve dans un monde. Bon, c'est pas d'hier d'ailleurs, mais peut-être que la question s'est posée d'autant plus avec la financiarisation accélérée du capitalisme dans les années 90-2000. Et il se retrouve avec un monde qui est, lui, pas très concret, pas très artisanal, qui engage des flux, etc. Donc il va être pris entre le désir de capter ce monde-là, quitte à devoir mettre un peu sous le boisseau le cinéma qu'il aime, le cinéma artisanal qu'il aime. Mais sauf que cet amour va revenir de temps en temps. Et quand il fait Logan Lucky, effectivement, après sa grande période, ces 10 années où il est obsédé par les flux d'argent, vraiment, tous ses films parlent de ça. Quand j'ai vu arriver Logan Lucky, qui est vraiment peut-être mon numéro 2 de Soderbergh, en préférence, je me suis dit, bah, là, il se refait plaisir, quoi. Il va réinventer des héros populaires, des prolos, avec un braquage effectivement, qui ne tient que sur leur propre intelligence, et on va réussir à niquer le système avec simplement nos petits bras, quoi, nos petits bras de prolétaires. Mais là, je pense que c'est vraiment plus un film... c'est une parenthèse nostalgique, pour le coup, un peu. C'est pas de la nostalgie par rapport au cinéma, mais une nostalgie par rapport à une certaine capacité populaire et prolétaire de contre-attaquer. Alors que tous les autres films disent plutôt l'inverse. Après en termes de production, c'est quelqu'un qui a conscience de braquer aussi ses producteurs. C'est-à-dire que quand il fait Sexe, mensonge et vidéo, il dit, enfin le film coûte pas très cher, il le fait avec des copains à bâton rouge chez lui. C'est un film, on va dire, c'est un film très personnel chez lui. Mais il se dit que de toute façon, parce qu'il y a sexe dans le titre, de toute façon, il sera rentable. Le film sera rentable. Et évidemment, le film sera beaucoup plus rentable que ce qu'il a coûté. Et ça va le propulser. Et la même manière, regardez Girlfriend Experience, qui est un film aussi qui est une commande HDNet pour sortir en peer-to-peer à ce moment-là, à la fin des années 2000. Il va prendre une actrice de film pornographique, de film X, et il fait évidemment un tout petit peu savoir qu'il va y avoir cette fille. Et ce que dit Soderbergh, c'est que de toute façon, c'est déjà rentable, parce que les gens vont aller le voir. Quand il fait au début des années 2000, il fait un film qui s'appelle Fuel Frontal, film que moi je trouve incroyable. J'en parlerai tout à l'heure, parce que s'il a vu un truc par rapport à des problématiques d'aujourd'hui, c'est dans ce film-là. Il a vu beaucoup de choses. Il dit, de toute façon, ce film-là, dedans, j'ai fait jouer mes copains. Il y a Brad Pitt, il y a David Fincher, il y a Julia Roberts qui ont accepté de jouer pour rien. De toute façon, c'est rentable et je vais faire payer Weinstein. De toute façon. Donc c'est quelqu'un quand même qui, dès le début, quoi, quand il commence à 25 ans, il sait déjà en fait un peu braquer ceux qui va passer son temps à moquer ou en faire la critique. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui. Une question toute simple par rapport à l'anglais. Après, peut-être vous avez prévu d'en parler, j'en sais rien, mais je me permets de le poser quand même. J'ai l'impression qu'il y a une référence à un film de Ken Loach. Il y a des images d'un film de Ken Loach. Pas de larmes pour Joy, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Pourco, en pauvre vache, en anglais. D'accord. Mais c'est ça. Du coup, c'est quoi le rapport ? Pourquoi cette référence-là et ce lien d'interfilmicité, on va dire ? Je peux juste raconter, en fait, je dois juste un tout petit peu raconter comment l'anglais est fabriqué. Parce que, comme on disait, pour comprendre le film, il faut comprendre un peu comment il est fabriqué. Soderbergh n'a absolument pas l'idée, c'est un scénario qui est linéaire. C'est un scénario qui est linéaire, il y a quelques scènes de souvenirs, et quand il voit le premier montage, il dit ça marche pas. Ça marche pas parce que d'un côté j'ai un film d'action, et d'un autre côté j'ai des gens qui racontent leur passé. Donc il va falloir refabriquer ça sur la table de montage. Et il fabrique le film sur la table de montage. Et il découvre à ce moment-là ce qui va être sa technique de cinéma. Ça veut dire en fait, je tourne, immédiatement je regarde, je filme sans retour vidéo, je refabrique immédiatement dans la journée au montage. Et il se rend compte qu'il va lui manquer quelques scènes, qu'il faut que ça marche sur le souvenir avec les notes de musique que vous avez entendues au piano, le riff.
Et il se dit, il manque encore des choses, il manque encore des choses. Et à ce moment-là, il y a cette idée d'aller chercher des scènes du film de Ken Loach pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir faire la jeunesse de Terence Stamp à partir du film de Ken Loach. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, simplement par rapport à ce qu'on disait, c'est que je parlais tout à l'heure de la fétichisation du cinéma, des mecs. À l'époque, il faut voir que l'anglais, c'est l'histoire d'un mec qui a 55 ballets, et il y a un mec qui vient de faire un film à ce moment-là qui s'appelle Jackie Brown, tiré d'un bouquin d'Elmore Leonard, comme Hors d'atteinte, le précédent film de Soderbergh, et ils sont pas du tout dans la même démarche, alors qu'ils parlent d'acteurs vieillissants tous les deux. Et Tarantino essaye de faire un film à la manière d'eux, je caricature, mais c'est un peu ça. Soderbergh, lui, il va aller prélever des images ailleurs. Il va aller prélever des images. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment donné, ça sert. Ça sert à ce qu'il est en train de raconter, ça sert à ce qu'il est en train de fabriquer, ça sert à faire le passé de son personnage, ça sert à faire un lien également avec la modernité européenne. De la même manière que Terence Stamp incarne quelque chose à l'écran, eh bien, il faut aller la chercher chez Ken Loach, qui incarne aussi peut-être quelque chose de la modernité au début des années 60, dans lequel, à ce moment-là, avec lequel il raccorde, en gros. Après, je pense qu'il y a... Quelle idée géniale! Quelle idée géniale, parce que c'est une question qu'on se pose parfois, si vous voulez faire des flashbacks des flashbacks qui datent de 30 ans avant. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les faites tourner par un autre acteur qui ressemblera un petit peu à l'acteur vieux, et ça fera des trucs un peu pourraves, comme souvent les flashbacks. Et là, vous avez à disposition un type qui a joué dans des films des années 60, tiens, lequel pourrait coller? Parce qu'il faut que ça colle aussi. Parce que le type est censé être une espèce de prolo anglais qui a fait des braquages, qui a fait de la tôle. Donc il faudrait aller trouver dans la filmographie de Terence Stamp des années 60, qui n'est pas si foisonnante que ça. J'ai fait un peu de Wikipédia avant de venir. En fait, il a fait 8 films dans les années 60, c'est rien, quoi. Et bon, il y a un film pour lequel il est très connu, c'est Théorème de Pasolini, où il joue le rôle de, on va dire, Jésus. Je résume. Mais donc ça colle pas. C'est pas Jésus. Jésus est un peu prolo, mais comment dire, il n'a pas une tête de prolo anglais, Jésus. Donc ça ne peut marcher qu'avec Loach. Et ça marche, les flashbacks. Mais il faut avoir, je pense, pour faire ça, il faudra voir ce que ça produit. Et ça, peut-être qu'on y reviendra. Mais pour faire ça, je pense qu'il faut avoir une fibre expérimentale. Il faut avoir quand même, d'abord, une ludicité. Je pense que le montage, c'est toujours un peu la partie ludique du cinéma. Toujours, on s'amuse bien sur une table de montage. Parfois, on ne s'amuse pas du tout. On est très, très énervé, insupporté, désespéré. Mais on s'amuse, notamment maintenant avec le montage numérique depuis maintenant un certain temps. C'est encore plus souple et tout ça. On peut tenter des trucs. Soderbergh adore tenter des trucs. Donc c'est vrai qu'il aime aussi inventer, comme on dit souvent des documentaristes. On dit souvent que le documentaire, ça s'invente au montage, ce qui est assez vrai. Pas toujours, mais assez vrai. La fiction, un peu moins. La fiction, quand même, vous avez précisément une trame à laquelle vous êtes obligé de vous adosser et vous ne pouvez pas tout inventer au montage, vous ne pouvez pas tout déconstruire. Ce que montre l'anglais, c'est que oui, vous pouvez complètement casser le jouet et le foutre complètement dans le sens que vous voulez, selon des associations sensorielles, des associations d'idées, des glissements comme ça, et beaucoup plus que selon la linéarité narrative. Moi, ce qui m'a frappé en revoyant l'anglais, c'est qui n'est pas si diffracté ça, mais surtout la première demi-heure. D'ailleurs, il fait plein de micro-opérations. Il faudra peut-être détailler. Il ne fait pas que simplement raconter, dans le désordre. Il fait parfois des choses. Il y a 2 fois la même scène. Ça, il y a parfois souvent le même plan. Mais il y a parfois aussi 2 prises d'une même réplique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, par exemple, celle de Luis Guzmán, qui est cet acteur hispano-américain, qu'on voit souvent chez Soderbergh, mais ailleurs aussi, notamment à l'époque. Et c'est quand il lui fait répéter la prononciation d'Eduardo Roel. On a 2 fois ça, et c'est 2 prises différentes, puisqu'il le joue 2 fois différemment. Ça, c'est encore de l'expérience dans l'expérience. Bon. Donc voilà, Soderbergh, il tente des trucs. Et ce qui m'a frappé, pour le dire plus simplement, c'est à quel point ça marche. Enfin, comment dire, à quel point on dit que c'est expérimental, mais en fait, ça n'a pas du tout l'air d'être expérimental au sens où on l'entendrait, c'est-à-dire que vraiment, ça casserait la compréhension, ça casserait la limpidité, on serait un peu paumé, on aurait à faire une espèce de matériau un peu rêche qui est en général lié à l'expérimentation. Pas du tout. C'est que le film se raconte très très bien. Je crois qu'il est très lisible. Et donc, d'ailleurs, c'est Fred qui vous a remarqué ça au café. En fait, on a dit beaucoup plus de choses intéressantes au café. C'est toujours le même problème, quoi. C'est qu'en fait, cette forme s'est un peu développée depuis dans le mainstream.
On se disait ça, c'est qu'il y a beaucoup de films américains depuis une quinzaine d'années, de séries. Ça, je suis moins au courant. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle une série, en fait. Depuis hier, ils ont inventé ça. Ouais, bon, je jetterai un œil. Ça a l'air affriolant. Mais dans les films aussi, je prenais comme exemple Vice tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres qui se sont mis beaucoup à raconter de façon diffractive. On s'y est peut-être habitué. Alors c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a paru si accueillant finalement comme forme, l'anglais. Alors que j'avais effectivement le souvenir d'un film très expérimental qu'à l'époque j'avais plutôt comparé. Je crois que tu le fais d'ailleurs dans ton texte sur l'anglais que j'ai pu lire, donc dans le livre en cours. Je crois que vous parlez de Muriel à un moment. De Muriel de Rennais. Oui. Ouais. Moi j'étais plutôt là. J'avais vu l'anglais, je me suis dit, ça ressemble à du Rennais des années 60, c'est-à-dire le truc qui lui-même vient du nouveau roman, qui est une espèce d'avant-garde littéraire extrêmement déconstruite des années 50-60. Et en fait, non. En fait, oui, ça vient de tout ça. Mais ça ne fait pas du tout le même effet, disons, de distinction expérimentale. C'est là qu'il est fort, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un film très accueillant et très fluide, tout en ayant cette espèce de ludicité expérimentale, ce qui est quand même assez rare comme cocktail. Oui. Lui, il s'est rendu compte que quand il avait les 2 notes du riff de Cliff Martinez, ce qui est vraiment son musicien qui le suit, qui l'a attitré, on va dire, il se rendait compte qu'à partir du moment où il allait prélever les images du film et qu'il allait les accoler dans n'importe quel sens, ça fonctionnerait toujours comme du souvenir. Il s'est rendu compte que ça fonctionnait, quoi, n'importe comment. Et alors à ce moment-là, il va falloir fabriquer des scènes pour fabriquer encore d'autres images qu'il va pouvoir monter et pousser le plus loin possible. Mais alors effectivement, il a l'idée à la fois de mêler une histoire criminelle. Lui, il pense à Jacques Deray, il pense à à John Boorman, et il pense effectivement à Hiroshima mon amour. Enfin, il pense à Rennais à ce moment-là. Mais effectivement, il expérimente, il trafique. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, en fait, c'est là que j'aurais plutôt posé une question aux spectateurs, c'est l'effet pour ceux qui découvraient le film, comment ils l'ont reçu. Parce que quand, effectivement, on découvre le film il y a 25 ans, on est très étonné, on trouve ça un peu alambiqué, peut-être sur le moment, on trouve ça un peu... en tout cas, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, est-ce que c'est pas Gadget, en fait ? Il y a quelque chose comme ça. Et effectivement, j'ai l'impression que cette forme-là, elle a été énormément reprise. Mon idée, c'est vraiment une intuition, enfin c'est une hypothèse, c'est que Soderbergh, c'est quelqu'un qui va prendre les sons, on pourrait parler des sons dans le film, les sons de carillon, des sons de dialogue, tu parlais, en continuité. Il va prendre des images et il va tout mettre sur sa table de montage et il va jouer comme avec un synthétiseur, en fait. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé à l'époque, on a parlé beaucoup de sampling à propos de Tarantino, notamment, mais j'ai l'impression que celui qui fabrique véritablement des échantillons, c'est Soderbergh. Et pour reprendre la question que tu nous posais tout à l'heure, quand il va chercher les images de Ken Loach, j'ai l'impression qu'il prélève des échantillons, et comme sur une table de mixage, il va en fait utiliser ces échantillons à égalité avec d'autres images, des images de Terence Stamp, des images de sa fille, des images qu'il va fabriquer du souvenir, des images qu'il va fabriquer en travaillant sur l'obturateur pour obtenir une patine qui ressemble aux images de Ken Loach. Il va tout poser à égalité sur sa table de montage. Et mon idée, c'est que ce type qui est tellement en avance, toujours, sur tout, technologiquement, eh ben, déjà en fin 97-98, il a déjà une approche digitale, ou en tout cas du montage numérique avec son film. Il y a déjà quelque chose de cet ordre-là. Il est déjà en train de travailler exactement avec ces images filmées à ce moment-là en pellicule, exactement comme il montrera les films, comme il montrera Girlfriend Experience 10 ans plus tard. Voilà. Je pense qu'aussi le fait qu'il utilise des images du film de Ken Loach à titre de flashback de ce que serait le passé de Wilson, son personnage, montre bien quand même qu'à ce moment-là aussi, c'est toujours un peu mon idée qu'il était encore quand même principalement en dialogue avec le cinéma à ce moment-là, même si c'est une expression que je trouve pas très intéressante de dire en dialogue avec le cinéma, mais j'en ai pas d'autre ce soir. Et ça va dans le sens de ce que tu disais, de mettre sur le même plan. C'est-à-dire que pour lui, je pense, mais ça serait aussi son rapport à ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que ça veut dire le réel, et qu'est-ce que ça voudrait dire un accès direct au réel. C'est une affaire très compliquée chez Soderbergh et ça se joue notamment dans Girlfriend Experience. Mais à l'époque, je pense que ça se joue chez lui, genre,
il n'y a pas d'accès direct au réel, on est toujours médié par des images, et notamment par des images de cinéma. Ce qui fait que pour lui, effectivement, entre filmer l'acteur au premier degré, c'est-à-dire le personnage qui est en train de jouer de quelque chose, et intégrer dans le montage une image de cinéma, c'est-à-dire les images de Ken Loach, en fait, tout ça, c'est sur le même plan. Sur le même plan, ontologiquement même, je dirais. Et donc, je pense qu'il n'a pas de scrupule à faire ça. Il se dit pas, il y a quand même une grosse dissonance quand même entre le vrai personnage et une espèce de passé un peu cinématographique que je lui invente. Mais non, parce que pour lui, filmer Terence Stamp aussi, il faut voir aussi, c'est que quand il filme Terence Stamp, pour lui, il est absolument indissociable qu'il est en train de filmer un personnage qui s'appelle Wilson, qui a une certaine histoire, sa fille est morte, il veut la venger, il veut tout ça. Mais aussi, il filme Terence Stamp. Parce que Terence Stamp, il arrive avec ça, en charriant un peu sa mythologie cinématographique, une mythologie un peu autoriste d'ailleurs. C'est pas une grande star légendaire, Terence Stamp des années 60, mais quand même, il a fait 2-3 trucs très très marquants pour une certaine cinéphilie. Et pour lui, je pense qu'à ce moment-là, vraiment, il est dans cette espèce de confusion, peut-être de belle confusion d'ailleurs, entre ce qui procéderait du cinéma et ce qui procéderait du réel, quoi. Et je pense qu'après, plus tard quand même, il y a quelque chose qui va un peu se disjoindre et qui va un peu, je redis ce que j'ai déjà dit, mais un peu plus se concentrer sur, alors voilà, qu'est-ce qu'il en est maintenant, et essayons de trouver des images qui soient les moins médiatrices possibles, même si il est très compliqué pour Ken Loach, pour Soderbergh, de penser qu'il pourrait y avoir une image vraie. Mais ça, c'est un problème ontologique plus profond. Est-ce que dans The Girlfriend Experience, comme dans l'anglais, il met au même plan, au même niveau du film, le journal intime qui est filmé, qu'on voit, et puis les flux financiers? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un point commun avec l'anglais, c'est-à-dire mettre au même plan les images de Ken Loach et tout le reste? Je crois qu'en l'occurrence, il s'est posé une question qui me paraît une question fondamentale que je crois que tous les cinéastes devraient se poser. Mais enfin, je ne crois pas que, par exemple, Jacques Audiard ne se la pose pas. Tiens, c'est bizarre qu'on parle de Jacques Audiard. Je sais pas, ça m'est venu que c'est bête, c'est vraiment pas bien ce que je fais. Non, mais bon, si vous avez une intention un petit peu de réalisme, de capter quelque chose de l'ordre du monde, donc il faut que vous repériez ce qui agit le monde. Si vous établissez, à tort ou à raison, que entre autres choses qui structurent le monde de façon systémique, c'est l'argent, les flux d'argent, la création de valeur, alors vous avez un gros problème de cinéma. Le gros problème de cinéma, c'est que tout ça n'est pas incarné, tout ça est abstrait. Or, le cinéma, quand même, a besoin d'incarnation. Et donc, Soderbergh se pose cette question-là, que d'autres, quand même, que lui se sont posées, auxquelles ils ont apporté des réponses plus ou moins satisfaisantes. Bon, Soderbergh, je trouve qu'il y arrive. C'est vraiment le grand cinéaste de la monnaie, je dirais même de la création de valeur, de la création de monnaie en général. C'est vraiment des sujets, je pense, qu'il obsède profondément. C'est vraiment aller chercher. C'est pas simplement l'argent domine le monde. C'est qu'est-ce que c'est l'argent ? Ça veut dire quoi l'argent ? Et quelle est la valeur de l'argent ? Et comment se crée la valeur ? Qui est une question éminemment marxiste par ailleurs, au passage. Bon, c'est un problème de cinéma, quoi, parce que qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faudrait faire un film abstrait. D'ailleurs, le premier plan de Girlfriend Experience est abstrait. On s'apercevra plus tard que c'est un tableau abstrait. Mais oui, on est en lisière de l'abstraction si on commence à aller dans ces sujets-là, quoi. Alors, il y a deux manières de l'incarner. Il y a une première manière, c'est de filmer des gens qui seraient un peu les agents ou les fonctionnaires, ou en tout cas les petits soldats des flux, c'est-à-dire les traders. Et pour filmer les traders, il a trouvé une bonne entrée qui est la prostituée des traders. Et donc ça va nous permettre, d'une certaine manière, Chelsea est un peu notre entrée, un peu notre témoin, comme elle va de trader en trader, ou en tout cas des gens qui sont partie prenante d'affaires financières, parfois dans le cinéma, parfois de façon plus directement financière, plus strictement financière. Donc on va voir leur gueule, quoi. Au moins c'est un début d'incarnation. T'as quelle gueule ils ont, ces gens, qui sont en général d'ailleurs très mal filmés, très sous-filmés. Le bilan est très mauvais. D'ailleurs on en fait souvent des gens cyniques. C'est écrit sur leur gueule qu'ils sont méchants, ils sont sardoniques, ils sont tout ça, ils sont on va niquer le monde. Non. Mais non, ces gens font des affaires, ils vont au restaurant, ils consomment des prostituées. Ils sont élégants, ils ne sont pas sans qualité, ils vont voir des films, bon, tout ça. Et on les voit, c'est pas mal, c'est déjà une première incarnation, ça permet pas quand même de choper le flux, ça permet pas de choper le fonctionnement de la machine. Surtout qu'on n'en a que des bribes, on est pendant la crise de 2008, 2007-2008, subprimes.
il y a une deuxième façon, ça serait d'inventer un personnage qui n'est pas inventé d'ailleurs, qui est tiré de tout un tas de choses de l'observation du monde, tout simplement, qui serait lui-même son propre objet de spéculation, qui serait lui-même un titre boursier. Et c'est Chelsea. Chelsea est un titre boursier et elle entretient la valeur de ce titre. Et elle fonctionne comme la bourse fonctionne, comme la finance fonctionne. Il s'agit de valoriser un titre pour le valoriser. C'est l'effet circulaire de la valeur dans le système boursier. Il faut persuader tout le monde qu'il a de la valeur et comme ça, il en prendra. Et donc, Chelsea, on ne la voit jamais baiser. On ne la voit jamais dans son cœur de métier. Pas simplement par pudeur, parce que ça serait impossible de filmer le sexe ou tout ça, mais parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas du tout le talent qu'elle aurait, disons, des talents qu'elle aurait au lit. Le sujet, c'est comment elle arrive à se faire passer pour une prostituée de luxe, une escort girl de luxe. Il faut qu'elle monte en gamme, il faut qu'elle arrive à travailler sa réputation. Et elle est obsédée par ça, vous avez bien vu dans le film, elle fait des rendez-vous, elle a des conseillers financiers, elle a des conseillers en communication, elle a plein de trucs, quoi. Il faudrait faire un livre, il faudrait faire un film. Elle valorise le titre boursier qu'elle est. Et donc, c'est à ce titre-là, je pense qu'il en est arrivé à ce personnage. C'était une solution cinématographique pour arriver à incarner quelque chose qui n'a pas d'incarnation. C'est ça le coup de génie, je pense, de ce film. Et peut-être aussi de le situer au moment de la crise. C'est-à-dire que situer au moment de la crise, ça veut dire aussi situer des gens qui sont dans une certaine situation et qui se posent des questions. Moi, quand je regarde le film, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'investissement. J'ai l'impression que fait, le film ne parle que de ça. C'est-à-dire des gens qui se passent leur temps à investir dans la valeur, investir par exemple dans sa garde-robe, investir dans, on va dire, les coûts qu'elle va faire pour pouvoir être le meilleur produit possible. Et tout le monde est dans une question d'investissement. Son petit ami est dans une question d'investissement pour pouvoir ouvrir une société. Mais ce que j'adore, c'est que Soderbergh, dans cette veine expérimentale de collage dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, il va se permettre, je trouve, des associations extrêmement audacieuses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on parlait de Godard tout à l'heure, mais il va se permettre quand même parfois de coller des images ensemble ou des moments ensemble pour créer en fait des associations qui sont extrêmement intéressantes sur cette question d'investissement ou cette question de création de la valeur. Et quand on voit par exemple ce petit ami qui est en train de parler avec un de ses clients, en train de lui dire mais pourquoi tu prends pas un abonnement à long terme, pourquoi tu n'es pas en train de te fidéliser, et qu'à ce moment-là on voit les types dans l'avion qui sont en train de parler de l'élection d'Obama, et bien à ce moment-là on ose faire, on va dire, une sorte d'association qui est audacieuse, entre l'investissement qu'on peut avoir sur une élection et l'investissement qu'on peut avoir sur un marché financier, dans un marché financier. Mais là où Soderbergh continue à reprendre des idées qui étaient déjà en germe dans l'anglais, c'est qu'il le fait cinématographiquement. Ce n'est pas que du discours. Ce n'est pas que du discours, il le fait cinématographiquement. Comment, à un moment donné, ce qui se raconte dans l'avion va d'une certaine façon faire mouche avec ce qui vient d'être dit dans le décor, c'est parce qu'il ne va pas utiliser la même façon de filmer. Vous avez bien vu que quand on est dans l'avion, on est dans une caméra DV, on est dans quelque chose de beaucoup plus brut, et il va saturer l'image, il va le faire, il va presque exagérer un tout petit peu le filmage, la différence de filmage, pour que ça fasse mouche. Il faut que presque les images se dialectisent l'une l'autre, sans cesse. Alors, on peut comprendre, mais c'est anecdotique que ça s'est filmé par un des parties prenantes. Jusqu'au moment où on en voit un qui est c'est une espèce de mini DV avec lequel ils se filment eux-mêmes. Ce qui en dirait long sur leur espèce de narcissisme ou d'auto-érotisme de ce groupe. Ils ont l'air très contents d'eux. Mais c'est juste une incise. Je t'ai coupé, je crois. Non, je t'ai pas coupé. Non, c'est bon. Je t'ai pas coupé. Non. Ah, merde, j'étais content, je t'avais coupé. T'as conclu. Je pourrais ajouter, du coup, autre chose. Ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, la raison pour laquelle les deux films ne respectent pas la linéarité, en tout cas ne racontent pas les choses linéairement, surtout Girlfriend, qui est quand même qui va très très loin dans ce domaine. Je pense que pour ceux qui l'ont découvert ce soir, ça vous a pas échappé, que c'était pas linéaire, mais c'est compliqué dès la première vision de mesurer l'ampleur du phénomène de déconstruction. Et c'est bien normal, je veux dire. Voilà. Donc on a tout petit peu d'avance sur vous de ce point de vue-là. Mais oui, je pense qu'il fait un cinéma... Comment dire ?
pourquoi est-ce que tu as envie de casser le narratif? Bon, d'abord parce qu'on pourrait dire que la linéarité narrative est toujours mensongère. On reviendrait toujours à des vieux débats ontologiques puissants. Mais je pense que c'est un cinéaste analytique, pour aller dans le sens que tu disais. C'est un cinéaste analytique. Ce qu'il veut, c'est analyser quelque chose, ou alors portraiturer quelque chose, mais ça en revient au même, c'est-à-dire cerner quelque chose. Donc l'anglais, c'est un portrait, c'est le portrait de quelqu'un. Et donc, on va le prendre sous tous les angles. On va essayer plein de plans différents, des postures, et on va les mettre les unes à côté des autres. D'un point de vue strictement godardien, vous mettez le montage, c'est ça, mettre une image à côté d'une autre, et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura un effet de vérité là-dedans. Et donc, effectivement, quand vous êtes dans la linéarité, quand vous êtes dans cause-effet, ça peut donner des films formidables comme Logan Lucky et plein d'autres films dans l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai que vous vous passez de ça. Vous vous passez de cette espèce de liberté au montage, d'arriver à mettre l'une à côté de l'autre des images qui n'ont rien à voir d'un point de vue linéaire, mais parce qu'ils racontent vraiment pas dans le bon sens dans Girlfriend Experience. C'est vraiment des trucs qui sont à la fin, qui sont plutôt au début. Enfin bref. Mais c'est pour essayer des choses et voir comment ça donne. Et tu viens de donner un exemple qui est lumineux, effectivement, sur l'investissement sur Obama et l'investissement tout court. Bon, en même temps, c'est des choses qu'on connaît bien. Je pense qu'il y a des gens qui se saisissent de la politique que de cette façon-là. La politique est toujours un investissement, notamment du côté de la classe dominante. Je pense qu'il y a aussi autre chose dans Girlfriend Experience qui est pareil. Il y a le même effet portrait. Alors qui est, je trouve, plus fascinant, je trouve, dans Girlfriend Experience. Peut-être parce que c'est un personnage qui me passionne plus que l'anglais, que le personnage de Wilson, peut-être. Mais aussi parce qu'elle est prodigieusement opaque. Et qu'il y a quand même cette grande question, the real me, quoi. C'est quoi le vrai moi? Est-ce y a-t-il un vrai moi en général? Mais y a-t-il un vrai moi de Chelsea? Qui est Christine, puisqu'elle s'appelle Christine Chelsea. Et donc là, il y a aussi pareil, quoi. On va tenter plein de portraits d'elle. Il y a plein de portraits en fait dans le film, au sens pictural du terme. On la voit vraiment, et à chaque fois, elle nous échappe. Et on essaie de saisir l'insaisissable. Il y a même des gens qui l'interviewent. Bon, mais je crois que il y a un exemple dans le film de cassage de linéarité, en tout cas, et que je trouve vraiment absolument dingue et qui est peut-être difficile de voir dès la première vision. Je ne sais pas. Vous allez me dire. C'est à la fin, donc quand elle... parce que le film raconte quand même à deux axes, disons, de linéarité classique. Ce serait ce qui se passe entre Chris et elle, le couple qu'ils forment, et qui est donc une rupture, l'histoire d'une rupture, puisqu'ils ont cette espèce de longue scène de ménage qui va se terminer par une rupture. Et puis il y a quand même un moment, une poussée un peu narrative linéaire autour du personnage de David, dont elle tomberait amoureuse. Donc c'est un peu le truc classique à la prostituée qui évidemment ne tombe jamais amoureuse de ses clients, par professionnalisme, mais aussi parce que voilà, elle s'en prévaut, enfin elle s'en défend. Là quand même on sent que il y a quelque chose qui se passe de plus avec David, etc. Donc il y a ce rendez-vous, évidemment le rendez-vous est avorté. Et donc, à ce moment-là, elle accuse le coup pour la première fois. On la voit un peu peinée. Il y a un ou deux plans d'elle où elle est peinée. Sauf qu'à ce moment-là, dans la voix off, enfin en tout cas off, vous avez le commentaire d'un blogueur qui a essayé Chelsea et qui en fait un bilan vraiment dégueulasse. Et donc, ce qui lui fait perdre en réputation. Et à ce moment-là, le montage fait que, alors qu'on était quand même dans un truc, ça y est, on est rentré dans le moment down narrativement de Chelsea. Il lui arrivait un sacré truc, maintenant, elle va peut-être se dire que sa vie, c'est une pauvre vie, que décidément, elle n'aura jamais d'amour dans sa vie, etc. Mais le montage nous permet d'envisager le fait que si elle fait cette mine-là, c'est pas du tout parce que David vient de lui faire ce coup-là, mais parce que il vient d'avoir ce sale coup de ce blogueur qui fait baisser sa réputation. Entre les deux, le montage laisse ouvert la possibilité, parce qu'il laisse ouvert la question. Et la question, c'est une grande question fondamentale, qui est peut-être la question fondamentale, c'est y a-t-il encore une âme en Chelsea? Y a-t-il encore chez elle une capacité ou une disposition à autre chose que l'auto-rentabilité? Ou est-ce qu'elle est devenue un titre actionnarial intégral? Est-ce qu'elle est devenue une valeur marchande intégrale? Est-ce qu'il y a en elle encore autre chose qui serait plus disponible, des choses qui seraient un peu moins comptables, comme par exemple l'amour, comme par exemple la peine amoureuse, et des choses comme ça? Eh bien, le montage, surtout qu'il y a ce rendez-vous avec David qui suit, ou le même David qui l'accueille chez lui, et il l'écoute un peu comme ça, comme une espèce d'oreille attentive, une espèce de confident de sa peine.
Et c'est bien de ça qu'elle lui parle à ce moment-là. Parce que nous attendons à ce moment-là une sorte de post-scène de ménage entre eux. Ils vont quand même un peu se parler. Comment ça, David, tu m'avais donné rendez-vous, tu n'es pas venu? C'est ça qu'on attend, puisque nous sommes dans une logique linéaire. Mais c'est pas du tout de ça qu'elle parle. Elle parle de ce blogueur, ce salaud qui a fait que... Et vous voyez comment, avec le montage, vous cassez la linéarité, vous racontez totalement autre chose, quoi. Et c'est ça. Je pense que fondamentalement, d'ailleurs, ça vaudrait pour pas mal de... Comment dire? En général, les cinéastes ou les artistes qui essaient d'analyser un système en arrivent toujours à ferrailler avec le narratif. Parce que précisément, le système, c'est ce qui n'a pas d'histoire. Enfin, ça peut avoir une histoire, mais on essaie d'analyser un fonctionnement. Donc la machine ne peut pas avancer, donc tu ne peux pas raconter quelque chose. Tu ne peux pas aller d'un point A à point B, puisque le système ne fait jamais que se reproduire en permanence. Et là, on a une Chelsea qui tourne en rond. On a une Chelsea qui est prise dans son système, et qui est prise dans le système, disons, de valorisation monétaire dont elle est l'objet. Je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même toujours une... C'est pas simplement ludique, je veux dire, voilà. J'étais un peu long, hein. Mais la diffraction temporelle ou la diffraction narrative n'est pas simplement une fibre un peu ludico-expérimentale de Soderbergh. Je pense qu'il y a une raison profonde à ça. C'est qu'il y a cette idée qu'il y a une inertie du système et qu'on ne peut que parcourir l'inertie d'un système plutôt que d'inventer au sein de ce système des parcours individuels qui seraient progressistes, quoi. Mais il y a un petit effet comme ça aussi. Moi, je vais essayer de le dire le plus brièvement possible. Il y a un coup de génie dans l'anglais. Il y a ce plan qui revient tout le temps de lui dans l'avion. Et en fait, mais ça m'est apparu qu'en le voyant là récemment, et revoyant la dernière scène, d'ailleurs, alors que c'est peut-être évident pour tout le monde, mais l'ambiguïté est totalement maintenue, et très habilement, ça t'a pas échappé évidemment, par Soderbergh, sur le fait que ce soit le voyage aller ou le voyage retour. Ça marche avec les deux. Il y a même une espèce de... Il y a même un dialogue. Il y a un dialogue, avec la passagère qui est à côté, et le temps qu'elle emploie fait qu'on ne peut pas savoir si elle est en train de dire que tu es en train de partir à Los Angeles ou est-ce que tu es en train de revenir à Los Angeles. Et lui, de la façon dont il raconte que j'ai dû partir aux États-Unis, ça peut très bien être un mec qui est dans le voyage à aller, oui, j'ai dû partir aux États-Unis, donc j'y vais, et on verra bien ce qui va se passer. Ou j'ai dû partir, et puis maintenant j'en reviens. Voilà. Il a la même cravate. Vraiment, ça a été absolument... Elle dit même un truc du genre, moi je sais pas si je préfère partir ou revenir. Enfin, tout est un peu comme ça, genre des espèces de clins d'œil. Et non, mais où ça devient intéressant, parce que ça pourrait être un peu ludique et vain, même si c'est quand même un peu génial, c'est que ce plan donc, qui va revenir en permanence de Terence Stamp dans l'avion, un peu méditatif, oui. C'est quoi l'expression que tu me disais tout à l'heure, tu sais, conscience, présence consciente. Présence consciente, peut-être que tu reviendras dessus après. Donc c'est le plan qui revient, et c'est ce qu'on appelle un effet Kuleshov en montage, parce que ce plan... c'est-à-dire qu'il change tout selon que le type, c'est quand même un plan de l'aller ou du retour. Or, il peut être interprété comme les deux. Ça prouve bien qu'un plan, en général, ne porte pas sa propre vérité. C'est les rapports entre les plans qui portent... Parce que le plan, vous pouvez tout lui faire dire, hein, ce plan, du coup. C'est un type qui est en train de se demander j'ai un plan là pour aller venger ma fille. Je vais retrouver tous ces malfrats. C'est ce plan, il est là, parce que ma fille, je l'aime. Et elle sera vengée, foi de Wilson. Ou alors... le mec revient, je l'ai vengé, en même temps, ça l'a pas ressuscité. Voilà, il peut penser tout ça. D'autant d'ailleurs que dans le film, il y a des plans qui agissent comme des souvenirs et qui sont des souvenirs qu'il ne peut pas avoir. Qu'il ne peut pas avoir eu de sa fille ou qu'il ne peut pas avoir eu de sa femme. Enfin, qu'il ne peut pas avoir eu de ses souvenirs. C'est-à-dire que ce sont des plans qui ont complètement été inventés, fabriqués par la conscience de ce personnage. C'est quelque chose en fait que Soderbergh fait à peu près dans la plupart de ses films, on va dire un peu expérimentaux ou des films où, en tout cas, il essaye d'analyser une situation. C'est quelque chose que, avec Christophe Chabert, la personne qui a écrit le livre avec moi, on appelle le temps zéro. Ça veut dire qu'il y a une scène dans un film à partir de laquelle on va dérouler, on va dire, les émotions, les souvenirs, à partir duquel on va glisser totalement à l'intériorité le personnage et ce qui lui arrive. Ça pourrait être Chelsea dans la limousine, filmé dans la limousine dans Girlfriend Experience. Ça pourrait être Terence Stamp dans l'avion, qui est une espèce de temps qui est entre le passé et le futur, à partir duquel on va pouvoir observer un personnage. Il y a un gros terme, je vais utiliser, je vais être un peu... Pardon, je vais faire le East de la soirée, le terme en East. C'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a vraiment une démarche cubiste chez Soderbergh. Mais on parle de cubisme synthétique. Tu dis quoi Cubisme. Ah, cubisme. Du cubisme. Ce que je veux dire par là, ça veut dire l'idée de Picasso. Regarder. C'est ça. Alors, ouais.
Picasso, par exemple, c'est regarder un objet et le regarder sous tous les points de vue pour reformer à ce moment-là une figure. C'est très parce que quand je parlais de portrait tout à l'heure, c'est vraiment l'effet que m'ont fait les deux films pour le coup. Peut-être Girlfriend toujours un petit peu plus radical, mais c'est vraiment ça. Oui, je pense que j'avais le cubisme qui traînait un peu parce que c'est un peu aussi une. Mais oui, c'est une espèce de comme ça de portrait. Oui, c'est pas simplement la temporalité qui est diffractée, c'est le portrait lui-même, c'est la personne et relativement impénétrable. Sachant que la question de son impénétrabilité me paraît plus intense encore une fois avec Chelsea, parce que finalement l'impénétrabilité de Wilson. Et ouais, moi, je trouve moins intéressante. C'est peut-être ça qui va hiérarchiser les deux films. Il y a autre chose, par exemple, sur ce plan d'avion. Je pense qu'il y a aussi se joue là quelque chose de l'ironie, mais de la douce ironie que met. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il n'était pas du tout nostalgique du cinéma d'avant, qu'il reciterait en disant à quel point ce cinéma est mort, et alors c'est terrible, parce que tout ça est mort, et que maintenant le cinéma est mort. Et donc on est tous morts. Non, il ne fait pas ça, et je crois qu'il fait même un peu le contraire par moment. Je parlais tout à l'heure de la ringardise de son personnage. Il y a aussi le fait qu'il est quand même... Il s'auto-embarque dans une histoire totalement vaine, qui est vaine comme sont toujours les revenge movies, enfin la revanche. La vengeance est toujours vaine, parce que la vengeance est toujours un jeu à somme nulle. C'est œil pour œil, et bon, à la fin, disons, un partout, la balle au centre, quoi. Et je pense que justement, ce plan-là d'avion, c'est que le plan d'aller ressemble exactement au plan de retour, et que tu puisses utiliser le même plan pour signifier l'aller et le retour, montre bien la vanité totale de ce qui s'est joué. En tout cas, le fait que ça ne produit rien. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, oui, ça ne ressuscite pas sa fille déjà. Je veux dire, on n'a pas cet effet de sauvetage-là. Et donc, je pense qu'il y a quand même un truc de... Ou alors des regrets. Oui, bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait moins un. Non seulement on n'a pas avancé, mais en plus, on est allé chercher aux États-Unis des regrets ou une espèce de surmélancolie, finalement. À l'aller, il est dans le deuil, ce qui est déjà beaucoup. Puis au retour, il est dans le deuil, plus la mélancolie du deuil, plus l'impossibilité de faire quoi que ce soit de ce deuil, puisque de toute façon, rien ne mène à rien. Je pense qu'il y a un aspect dont vous parlez dans votre texte d'ailleurs sur le film, c'est le côté la résolution du film, ce qu'on appelle l'action-résolution autour de la villa. Et pour le coup, un peu tarantinienne ou un peu pas mal d'autres gens, à savoir totalement n'importe quoi. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, elle est sans héroïsme. Ça me frappe beaucoup dans le film à quel point il fait rien de très brillant. Non, mais les deux courses-poursuites le sont pas beaucoup. La première, quand il s'échappe de la villa, qui sont poursuivis par Barry Newman, par le garde du corps. Ouais, c'est un peu nul comme... et la deuxième qui est très très paresseuse, ouais. comme course-poursuite. Par contre, la première séquence, la séquence où il va se débarrasser des types dans le garage, là il fait un petit peu de petit coup formel, avec ce plan séquence, mais ce que j'adore dans ce moment-là, c'est qu'évidemment, il n'a pas à filmer le meurtre, il n'a pas à filmer le type qui va dessouder les types dans le garage. Mais ce que j'adore, c'est qu'à ce moment-là, la caméra, elle vacille. Ça veut dire que ce qui est important, c'est la décharge. Et je pense que Soderbergh est extrêmement sensible, sans cesse, dans son cinéma, même quand il paraît aussi froid que Girlfriend Experience, je dirais à un rapport presque, moi je dis haptique, mais à un rapport sensible avec le spectateur. Et là, à ce moment-là, Wilson n'est qu'une décharge brute de vengeance. Et il faut, à un moment donné, il faut faire vaciller la caméra. Évidemment, c'est intéressant narrativement parce que quand la caméra va se rajouter, on va voir le mec qui va partir et on va sortir à ce moment-là que c'est le mec qui racontera ensuite qu'il a été poursuivi par un type et il préviendra le garde du corps. Mais la chose qui est importante, et là où Soderbergh est un bon directeur de spectateur, en fait, c'est un bon directeur de spectateur, c'est que à ce moment-là, pour comprendre qui est Wilson, il faut sentir cette décharge. D'abord, on la sent la première fois sur la musique des Who, quand il arrive et qu'il enlève un peu sa cravate, qui surgit comme ça dans un vortex temporel. Tu veux dire l'ouverture du film. L'ouverture du film. Et ensuite, à ce moment-là, il est de dos, on a presque le chant, le contre-chant, et à ce moment-là, il va aller tuer les mecs. À ce moment-là, Wilson n'est qu'une espèce de pulsion vengeresse. Et il faut le sentir. Là Soderbergh, il est vraiment bon directeur de spectateur, quoi. Il sent, il faut incarner aussi cette décharge. Il reste une demi-heure avant que ça se... Voilà, une demi-heure.
Il faut savoir que j'avais prévu de montrer 6 captures, mais ils ont répondu, en fait, sans que je... C'est vrai. Sans capture, on l'a fait sans capture. Sans capture. Bah ouais, c'est assez virtuose. Vous êtes pénible et étonnant en même temps. Du coup, tu t'en vas. Salut. Ouais. Merci. Merci. C'est pour dire que je souscris à votre idée que Soderbergh serait le dernier Godardien. Et dans l'anglais, je pense beaucoup à un film dont on parle peu de Godard, mais qui a beaucoup d'influence, qui est Made in USA. Et en fait, il y a ce truc dans Made in USA où Godard se moque, en même temps rend hommage à tout un pan du cinéma de gangster américain, etc. Mais en même temps se moque de lui parce qu'il le fait en France et c'est moins grandiloquent. Enfin, c'est un peu anti-spectaculaire. Et il y a ce truc chez Soderbergh où dans le limier, dans The Limier, pardon, je confonds avec lui, ou dans l'anglais justement, où il fait un truc à la, enfin, c'est-à-dire quand il arrive en 99, on s'est bouffé un peu de Michael Mann, de Friedkin, etc., qui faisait ce genre de film, et lui il arrive à la fin et il fait. En fait, c'est un peu un truc de ringard, vos films, c'est un peu un truc de vieux. Et il y a tout un humour comme ça, godardien, très acerbe sur ce genre de film. Et par exemple, dans sa manière de filmer Los Angeles, avec cette espèce de plan à la Friedkin ou à la Michael Mann, avec la skyline ou des choses comme ça, quand ils sont dans la maison, etc. Mais en fait, lui, il y a ce côté polysémique où il le fait parce que, oui, c'est dans le langage du film de gangster, mais en même temps, il le fait pour montrer que c'est quand même un peu ringard de le faire... de faire ce genre de plan, et du coup le fait que ce soit des vieux aussi qui se battent, et ils en parlent dans le film, ils disent ah oui, les années 60 c'était super bien, etc., etc. Et il y a tout ce jeu où on se dit quand même oui, c'est ringard, et Soderbergh montre que tous ces gens qui font ce cinéma dans les années 90 sont eux aussi très ringards, et le plus rigolo dans ça, c'est que par exemple des gens comme Michael Mann vont continuer et faire par exemple Collatéral après, mais en fait, il a déjà annulé Collatéral en faisant. C'est pas moi. Hein. Non. Je n'ai pas parlé de Michael Mann, qui est un moi, cinéaste que j'aime bien. Moi, je me rappelle quand j'avais à peu près 20 ans, quand le film sort, on se posait vraiment la question à ce moment-là. On se posait la question au lycée, enfin, on se posait la question à la fac. C'est entre Michael Mann et Soderbergh à ce moment-là. Quand Soderbergh arrive et fait cette flopée de films. Et on a vu Hit à ce moment-là de Michael Mann. Et je crois vraiment que Michael Mann reprend des figures du cinéma du passé, il rajoute sa mélancolie, son romantisme, etc. Et je crois que Soderbergh est déjà en train de construire un cinéma du futur. Et s'il construit déjà un cinéma du futur, il le fait aussi parce qu'il a déjà un regard critique sur ce cinéma-là. Et c'est quelque chose qui va parcourir toute son œuvre. C'est un cinéaste qui est tout le temps critique. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui est tout le temps en train de construire quelque chose, en train de construire du nouveau cinéma, en train de regarder le monde, et en même temps en train de faire la critique, on va dire, de ce qu'il ne faudrait pas faire. De ce qu'il ne faudrait pas faire ou de ce qu'il faudrait éviter. François, tout à l'heure, parlait de l'ordre narratif et de peut-être la façon dont il faudrait le contourner à un moment donné, mais Soderbergh le désigne presque dans ses films, tout le temps. Il est tout le temps en train de montrer là où ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Et d'une certaine façon, si les dispositifs sont très contrariés, sont très complexes parfois, comme Girlfriend pourrait sembler comme ça complexe, c'est parce qu'il est d'une certaine façon en train de critiquer à ce moment-là quelque chose du cinéma. Et c'est déjà contenu dans l'anglais par rapport aux années 60, par rapport à ce cinéma de gangster, par rapport à ça. C'est pour ça que vraiment Soderbergh se distingue vraiment de cette génération de ses contemporains. Il est vraiment... c'est quelqu'un qui va toujours regarder de l'avant. Il va toujours regarder de l'avant. Ce qui fait qu'il va être le premier, vous l'avez vu avec Girlfriend, à utiliser le numérique. Le numérique, en fait, il l'accueille parce qu'il a besoin de cet outil-là, il a besoin de cette objectivité-là. Nous, avec Christophe, on a l'intuition qu'il invente une sorte de néo-réalisme numérique. C'est ce qui se passe avec Bubble. Et il est très critique. Et je voudrais juste citer un film pour parler un peu de sa filmographie. Il y a un film que j'adore de lui qui s'appelle The Good German. The Good German, c'est un film sur le cinéma classique, avec des images prélevées à des films de Michael Curtis, de Billy Wilder, La Scandaleuse de Berlin, Casablanca, etc., qu'il a repris, et il va faire une critique véritable du cinéma classique à partir de ces images pour montrer ce que le cinéma classique n'a jamais montré. Qu'est-ce que le cinéma classique ne montrait pas parce qu'il y avait le code de censure, montrait pas le sexe, montrait pas. D'ailleurs, c'est le seul film de Soderbergh où il y a vraiment du sexe.
de Good German. Et en fabriquant ça, il montre à quel point, en ne montrant pas des choses, on véhicule de l'idéologie. Et The Good German, c'est sans doute c'est un film qui montre en fait qu'en faisant Casablanca, un film très romantique s'il en est, eh bien en fait l'Amérique à ce moment-là est déjà en train de faire un acte politique. Voilà. Mais voilà, donc je suis d'accord avec ce rapport d'ironie et de critique godardienne. Oui, la critique d'ailleurs vient de... Excuse-moi, je voulais juste finir. Oui, c'est que, oui, mais du coup, je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais oui, c'est de l'ironie, mais ça fait qu'il y a beaucoup d'humour en vrai dans son cinéma, enfin d'humour cinéphile et un peu d'humour de distance de ce qui fait qu'il y a un truc très godardien. Quand par exemple, dans l'anglais, ils sont près de la falaise et ils disent sur quoi on tient et l'autre dit sur de la confiance. Et ça, c'est un truc très, très godardien. Et pour finir juste sur The Girlfriend Experience, quand vous dites oui qu'il utilise la nouvelle technique pour montrer d'une nouvelle manière ce rapport de cette femme et de ce monde, etc., il y a aussi un truc d'un peu d'une femme et une femme de Godard également dans ça, où la plus petite caméra permettait de filmer l'intimité comme on ne l'avait jamais fait avant, etc., et qui était le grand truc godardien aussi. Voilà. Après, c'est toujours un peu par rapport à ce que disait Fred, je pense que le regard critique sur des productions antérieures de cinéma vient toujours du sentiment de leur péremption par rapport à un nouvel état du réel ou à la volonté de mettre en avant des éléments du réel qui n'avaient pas été mis en avant. C'est un petit peu ce que tu disais sur The Good German, finalement. Où finalement, et c'est souvent là qu'arrive le regard critique. Donc on va réinvestir ces images-là tout en montrant leur insuffisance, leur incomplétude et leur mensonge par omission, au bas mot par omission. Au bas mot par omission. Parfois un mensonge tout à fait explicite et conscient. Et c'est comme ça que ça marche. Donc on se sort jamais de ce truc, c'est quand même, on met en battement des formes et de la réalité, quoi. Et ça marche toujours un petit peu comme ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Moi, je trouve qu'il a, il a un très bon rapport avec l'anglais, en fait, avec Wilson. Je trouve qu'il a le rapport qu'on devrait toujours avoir avec ce genre de figure. C'est-à-dire pas du tout un rapport de déclaration de péremption absolue. Genre vraiment, c'est un ringard. Parce que ça, on l'a beaucoup vu aussi dans un certain cinéma citationnel. À savoir, on va faire en fait des parodies. Alors, on va voir des vieux braqueurs, on va faire un film de braquage, sauf qu'en fait, ça sera tous des bras cassés, ça sera tous des connards, ça sera tous des violents, ça sera tous des bons, et puis en fait, ça sera de la parodie. Ah là là, on peut faire des films comme ça. Là, c'est pas ça. Je pense que le type, Soderbergh a une certaine estime pour ce mec. Il l'aime bien notamment de côté héros populaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui travaille beaucoup, Soderbergh. Qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire un héros prolétaire? On pourrait même le dire comme ça. D'où, je pense, le fait que Ken Loach soit tout à fait bienvenu dans cette affaire. Mais aussi, bien sûr, il y a quelque chose de ringard, de périmé, et notamment sur la figure de virilité qu'il est. C'est-à-dire, il se fait quand même foutre de sa gueule par la copine de Jenny, qui lui dit à un moment, elle lui dit carrément, c'est une histoire de testostérone, enfin voilà, bah, c'est bon, tu vas aller te venger, ça y est, c'est reparti. Les mecs vont de nouveau s'entretuer, mais vous pouvez pas arrêter 2 minutes, quoi. Bon, elle le regarde vraiment de haut. Ben ouais, c'est les deux. Et c'est ça qui est fort, quoi. C'est que c'est une douce ironie, c'est c'est le petit pas de côté critique qui est parfait. Parce que c'est pas genre, on va pas frapper d'annulation, si je puis dire, ce genre de figure, parce que c'est des figures qui ont quand même un grand potentiel de séduction. On l'aime bien, ce mec. Et il est à la fois ridicule et séduisant. Et voilà, là, on tient un personnage. Et c'est là, parce que je pense que... Et tout ça, Soderbergh, je pense que c'est des choses très... comment dire, c'est plus du tout le cinéma qui parle avec le cinéma, là, c'est... en fait, au bout du compte, ces mecs, si je les prends pour de vrai, en fait, on aurait dit que tous ces mecs que j'ai vus dans tous ces films, qui sont devenus un peu des films de genre, et dont les figures se sont un petit peu nécrosées, parce que tout le monde finit par copier tout le monde, et tout le monde finit par filmer du cinéma. Et en fait, Soderbergh se pose des questions de réalité. En fait, qu'est-ce que ça vaut des mecs comme ça? Qu'est-ce que ça vaut un braqueur de banque anglais? C'est un pauvre type, c'est un kéké, c'est un mec admirable, c'est un mec qui a quand même un peu du talent, c'est un mec qui est courageux. Ouais, il est peut-être courageux en fait. En même temps, il est peut-être courageux parce qu'il est inconscient, parce qu'il est fou et tout ça. Ben voilà, on se pose des vraies questions. Et de la même façon, je trouve que le film est quand même traversé par une question très simple. Ok, les braqueurs, c'est assez classe, c'est assez stylé, quoi. Le cinéma nous a fait aimer les braqueurs. Et de fait, dans le braquage, pour peu que ce ne soit pas une boucherie, il y a toujours quelque chose de... voilà, il a beaucoup travaillé là-dessus dans Oceans et dans Logan Lucky, quoi. C'est penser un braquage, c'est quand même une espèce de chef-d'œuvre du cerveau.
Ouais, mais c'est quoi être la fille d'un mec comme ça? C'est quoi être la fille d'un mec comme ça? Question très simple, humaine, auteur d'homme. On va arrêter maintenant d'être dans le cinéma et les formes, là. Bah ouais, mais la fille dans tout ça. Et du coup, je pense qu'il est un peu traversé aussi par... Enfin, je pense qu'on pourrait aussi dire, et ça pourrait se vérifier dans pas mal de ces films, une variante sur ce que je viens de dire serait, tiens, en fait, le cinéma a toujours été, notamment le cinéma américain, le cinéma américain aura quand même beaucoup consisté à décharger de la virilité. Eh ben, Soderbergh, le regard critique qu'il porte là-dessus, c'est tiens, regarde, on va dire, tiens, le point de vue des femmes dans tout ça. Je veux dire, bon, avant que ce soit devenu, je veux dire, très courant, maintenant c'est un geste qui se fait beaucoup, qui s'est beaucoup standardisé même, je dirais, de dire, bah, qu'en est-il des femmes dans tout ça? Bah, Soderbergh, comme d'habitude, l'a peut-être pensé un petit peu avant d'autres gens, pas avant tout le monde, mais et d'ailleurs on notera dans sa filmo quand même des personnages féminins, bon, qu'on appellerait maintenant puissants. Il y en a beaucoup. Bah, le personnage féminin de Chelsea est quand même pas mal dans le genre. Alors, je souscris, François. Bah, j'espère bien, parce que tu es mon invité, donc tu vas pas être impoli non plus. Je souscris sur les personnages féminins. Dernière chose, vraiment, il y a cette idée que... Je reviens là-dessus, c'est que les dispositifs de Soderbergh permettent en fait de regarder derrière les images cinématographiques des images neuves ou des choses qui n'avaient pas été vues. Voilà. Il faut en fait regarder derrière les images, derrière les clichés, derrière des formules qu'on connaît. Ça c'est certain. Et vont apparaître des personnages de femmes fortes où on n'en parlait pas encore à l'époque, on va dire, souvent un patriarcat extrêmement puissant et réprimant. On le voit immédiatement même dans Girlfriend Experience, à partir du moment où elle fait, je dirais, ce mauvais investissement de David, il va y avoir une sorte de réponse immédiate du corps masculin, le blog, le lapin de David, quasi immédiat. Je voudrais raconter quelque chose. Je vous parlais d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fuel Frontal. C'est un film qui a été fait pour une bouchée de pain. Comme Soderbergh en a fait plusieurs dans sa vie, comme Girlfriend Experience, comme Schizopolis dans les années 90. C'est-à-dire les moments où il dit, surtout après avoir fait des grosses productions, il faut qu'il se ressource. Il faut qu'il retourne un petit peu à la base pour reprendre un petit peu le goût du cinéma et trouver toujours une économie plus facile pour pouvoir faire vraiment les films qu'il veut. Je fais encore une dernière parenthèse. Il est le chef opérateur et il est le monteur de ces films. Et il faut le dire, si vous voulez, pour comprendre son art, c'est qu'il s'est donné les noms de ses parents. Il s'est donné le nom de Peter Andrews pour être le chef opérateur, et il s'est donné le nom de sa mère, Marie-Anne Bernard, pour être le monteur de ses films. Son père était un homme extrêmement pragmatique, c'est le chef opérateur Soderbergh. Sa mère était une femme qui était, comme Chelsea, férue d'astrologie et d'abstraction. Et en fait, je pense qu'il y a tout Soderbergh là-dedans. Ça veut dire à la fois le côté pragmatique, tangible, dont on parlait, et à la fois par le montage, quelqu'un qui va réussir parfois à aller vers de l'abstraction. Je reviens sur Fuel Frontal, pardon pour cette parenthèse. Fuel Frontal, c'est un film, aujourd'hui, je vous conseille vraiment tous de le regarder plus de 20 ans après. Le film, à l'époque, il est vendu comme une sorte de critique d'Hollywood. C'est son film sur Hollywood, son film sur l'industrie hollywoodienne. Vous allez voir David Fincher, vous allez voir David Duchovny, vous allez voir Steven Soderbergh, qui tourne un film. Il y a Julia Roberts. À l'époque, c'était vendu comme un truc où ils sont sans maquillage. Et il y a un dispositif encore un peu compliqué. Il y a un dispositif encore compliqué pour essayer de nous montrer quelque chose qui n'avait pas été vu à l'époque. Il y a l'histoire d'un producteur. Donc vous avez le film dans le film, et vous avez le film qui est filmé. Le film dans le film, il y a un type qui joue un certain Harvey Weinstein. Et le fameux Harvey Weinstein se retrouve à un dîner où ils doivent chacun trouver leur nom d'acteur de film de cul. Et alors, l'acteur de film de cul, je ne sais plus comment on fait, il faut prendre son prénom et son deuxième nom, je ne sais plus. Un truc comme ça. Donc chacun donne son truc. Et puis arrive le mec qui joue Harvey Weinstein et qui, au dîner avec Brad Pitt et compagnie, dit « Moi, je m'appelle Grosse Bite ». Et pendant ce temps-là, vous avez l'autre film. C'est un film de... Rappelle l'année. De 2001. 2001, ouais. Je crois 2001. Et à ce moment-là, vous avez l'autre film, puisqu'il y a deux films dans le film. Et vous avez un producteur, joué par David Duchovny, qui, en fait, va exiger beaucoup trop d'une masseuse et va aller trop loin. Et quand je vous disais tout à l'heure, trouver des outils, trouver des dispositifs parfois qui sont
un peu tordu, pour pouvoir nous donner à voir des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on n'avait même pas voulu voir à l'époque. Le film, vous le regardez aujourd'hui, c'est le film le plus accusateur qui soit sur ce qui, évidemment, va éclater 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, voilà. Oui, je vais peut-être prolonger des choses qui ont... Oui, je suis là. qui ont été dites. Moi, une chose qui m'a aussi frappé dans ces deux films, je vais commencer par l'anglais, c'est peut-être pour prendre un peu sous un autre angle toute cette question de la parodie, de comment on réinvestit des figures un peu mythologiques du cinéma. C'est la manière qu'il a de constamment désamorcer ses propres effets. Je pense typiquement quand... toute cette scène où Wilson arrive pour tuer Valentine et en fait dans la villa au moment de la fête, non? Voilà, pendant la fête. Ouais. Et où la première chose qu'il fait, c'est ah là là, y a plein d'hommes de main. Bah non, en fait, c'est des voituriers. Et puis après tout ce moment où il crée quand même une certaine tension où on le voit plein de fois en train de le descendre, et puis finalement il le fait pas. Ou typiquement la course-poursuite où on pourrait s'attendre à ce que l'un des deux meure et en fait non, et même toute l'intrigue avec où il engage un homme de main pour le tuer et il n'y arrive jamais et finalement c'est lui qui se fait tuer, et même la fusillade finale, j'ai l'impression voilà, en fait tout le monde, Wilson il a rien à faire, tout le monde s'entretue, mais il fait rien d'héroïque du tout. Voilà, et donc en fait Et quelque part, moi, ça me fait penser un peu, dans cette manière de constamment se désamorcer à ce que peut faire, pour prendre un autre grand genre américain, Kelly Reichardt avec le western, par exemple, dans La Dernière Piste, où là aussi, il y a toute cette histoire, on se fait tout un cirque sur les Indiens, et en fait, il ne se passe jamais rien. Et de se dire finalement, est-ce que on n'est pas toujours dans une mythologisation du réel où on se raconte des grandes histoires alors que la réalité est tout à fait banale et prosaïque. Et dans Girlfriend Experience, je suis assez marqué par le fait qu'on parle énormément de la crise, mais on voit assez peu de conséquences concrètes. On voit surtout en fait des financiers s'inquiéter. Et il y a par exemple cette scène où elle est avec l'une des personnes et elle lui dit mais ça va aller, t'inquiète pas. Et lui lui dit mais t'as vraiment aucune empathie, je vais perdre tout mon argent, mais on le voit pas perdre. Producteur de cinéma. Voilà, c'est le producteur de cinéma et ce qui finalement rejoindrait en fait, parce que la mythologisation suprême, c'est jamais que l'argent en fait, qui est une fiction finalement. Donc voilà. Oui, c'est marrant que tu parles de Kelly Reichardt. Bon, là, il y aurait quand même pas mal de différences, mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne vais pas redire le truc, genre, qu'est-ce qu'il en est réellement de toutes ces figures que le cinéma a fini par construire, puis à dévitaliser à force d'usage. On va essayer de les revitaliser, de les interroger du point de vue de la vie. Donc, ça. Et je pense que ça revient souvent chez Reichardt ou Soderbergh, ou d'autres gens quand même, à repasser des choses qui ont été investies de façon héroïque et emphatique, de façon mineure et low. Chez Kelly Reichardt, c'est ça. Ce qui va aussi d'ailleurs avec un cinéma plutôt pauvre, ça tombe bien, tu vois, tout ça s'ajuste assez bien. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est la pauvreté qui fait le mineur ou est-ce que c'est le mineur qui fait la pauvreté, mais tout ça marche bien ensemble. Et Soderbergh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on va vraiment retraverser des figures types ou des récits types ou des archétypes en mode mineur. Le plus frappant sans doute de toute sa filmo, je sais pas, Fred, tu auras peut-être un autre exemple, mais pour moi c'est vraiment le Tché, ce qu'il fait avec le Tché, qui est pas du tout, on pourrait s'attendre à un truc, c'est toujours pareil, avec le Tché, qui est une grande figure, alors pour le coup, qui ne vient pas du cinéma, mais qui a été immédiatement iconographiée et qui est presque une figure aussi fictive que réelle. En gros, c'est comme s'il y avait une seule alternative, c'est-à-dire deux choix, à savoir, soit je fais un truc à la gloire du Tché pour dire quand même, c'était un sacré type, quel héros révolutionnaire, ou alors au contraire bien sûr en fait quel boucher, on l'a héroïsé alors qu'en fait c'est un pauvre type, voilà, comme s'il y avait, mais c'est pas ce que fait Soderbergh. Il se demande comment c'était pour de vrai la prise de Cuba, en fait telle que menée par Fidel et par le Tché, au point d'en faire un film qui est même presque pas désagréable, mais qui est en tout cas qui mal dégrossi. Qui décevait un certain nombre de promesses. Enfin, moi j'adore le film parce que précisément je me suis dit en voyant ça, une guérilla, c'est ça. Et la guérilla consistait essentiellement, d'ailleurs, on montrait beaucoup les moments d'attente, les moments de lenteur, les moments où t'es dans la jungle,
t'attends de nouveau la prochaine bataille, ou en tout cas la prochaine prise que tu vas faire, une prise de village où il y a 12 combattants. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la jungle, puis tu fais rien. Et à ce moment-là, encore une fois, Soderbergh n'est pas du tout dans un esprit parodique ou pastiche, ou alors de déconstruction du mythe, il est dans comment c'était pour de vrai. Et comment c'était pour de vrai, ça revient toujours à ralentir et à désolaniser. Ça vaudrait pour pas mal de sujets. Hein. Je veux dire, beaucoup de choses qui sont traitées héroïquement, si on les traite vraiment en se demandant, mais réellement, en fait, c'est quoi? Ça va toujours consister à les minoriser ou à intégrer un mode mineur, vraiment. Après, sur ce que tu disais sur Girlfriend, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Si, oui, non, mais très simplement, oui, on ne voit pas des gens subir la crise, parce que ça, on l'a vu 1200 fois. Et tant mieux, d'ailleurs, tant mieux si le cinéma prend en charge quand même de temps en temps les conséquences d'une crise systémique comme celle des subprimes, du côté des corps et notamment populaires. Tant mieux si ça a été fait. Je suis bien content. Mais je m'étonne un peu que personne ait été, plutôt que d'aller en aval, c'est-à-dire du côté des victimes, et soit allé en amont, c'est-à-dire comment se crée le bug de départ, quoi. Non pas le bug de la crise des subprimes en tant que tel, mais finalement c'est ça qu'on nous décrit, parce que la crise des subprimes était une espèce de bulle spéculative. Je veux dire, on a émis publiquement des titres qui ne valaient rien, qui n'avaient pas de valeur. Donc en situant la problématique du film du côté de l'arbitraire de la création de la valeur, on est en train de parler de ce qui produit mécaniquement des crises cycliques dans le capitalisme. C'est toujours la même chose, en fait. Hein. C'est pas très compliqué. Et oui, il y a que Soderbergh qui le fait. J'aurais un autre exemple en tête qui est Margin Call de Chandor, qui a bien fait le boulot aussi, en situant peut-être plus de plein pied encore dans véritablement la crise dite des subprimes. Mais oui, il n'y en a pas beaucoup qui se situent à cette échelle-là. Parce que je pense, encore une fois, non seulement peut-être qu'ils n'en ont pas le tempérament politique ou analytique, peut-être que ça ne les intéresse pas. Mais peut-être aussi parce que ça pose encore une fois des gros défis de cinéma. C'est quand même beaucoup plus difficile de faire ça que de filmer les victimes d'une crise. Encore une fois, je m'associe à ce geste élémentaire d'un cinéma social. Mais c'est plus facile de montrer l'histoire d'un type qui se retrouve au chômage. Voilà. Encore une fois, j'ai rien contre ce genre de récit, qu'on se comprenne bien, mais c'est plus facile. Il y a c'est une dernière question, parce que là, il est bientôt l'heure. Je suis désolé, monsieur. Alors, oui, non, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque un peu plus basique. C'est que j'ai beaucoup aimé Girlfriend Experience, même avec un peu la fatigue de fin de semaine, etc. J'étais content des petits moments avec le journaliste qui posait un petit peu, même si c'est un peu plus explicatif que le reste, ça arrête un petit peu, on avance un petit peu aussi avec le journaliste. Voilà, merci pour cette soirée aussi. Hein. Juste pour dire que c'était bien, quelques petites légèretés. Moi, je voulais apporter... je suis opérateur et j'ai suivi Soderbergh dans les années 90 pour son travail à l'image. Quand j'ai appris du coup que c'est lui, il avait un nom d'emprunt. Alors, je ne savais pas que c'était le nom de son père. Et c'est vrai que très vite, il s'est intéressé au numérique. Et donc là, je ne l'avais jamais vu, Girlfriend Experience, et on voit des images de numérique avec quelqu'un qui tient une caméra. Mais très vite, la pellicule a disparu. Et lui, il a fait partie des pionniers qui ont expérimenté le numérique. Et le Tché, qui était une grosse production, il a fait avec une caméra qui était inventée pas par des gens de cinéma, mais c'est les Red. Oui. C'était l'entreprise Walkley, les lunettes. Et vraiment, il a été tout le temps, il a expérimenté dans tous les domaines. Vous en avez parlé dans sa façon de raconter l'histoire, mais aussi pour l'image et le montage, ça c'est clair. Et effectivement, c'était pas du montage numérique à l'époque, mais déjà, on a l'impression que c'est ça, quoi. Donc c'est vraiment un grand expérimentateur, quoi. Mais les caméras, en fait, il va les expérimenter. Et en fait, à tel point que la Red One, il va travailler avec le créateur de la caméra, avec ses équipes d'ingénieurs. Et à chaque fois qu'il va entreprendre des tournages, il va écrire des rapports sur ce que lui permet ou ne lui permet pas cette caméra, à tel point qu'ensuite, eux vont pouvoir l'améliorer pour que lui puisse continuer ses tournages. Mais il disait quand même que ce qui était important, c'était effectivement cette définition. C'est pour ça que je parlais de néoréalisme numérique tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, par exemple, qui me marque énormément quand je regarde Girlfriend Experience, parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de parler vraiment, on va dire, justement, du cadre, on va dire, de la forme même du film. C'est que, par exemple, au début, les silhouettes de Chelsea et de ses clients, à peu près tout au début du film, sont totalement indistinctes. Ce sont des silhouettes qui sont floues, indistinctes, fantomatiques. Enfin,
très difficile de les repérer, même sa nudité, mais à quel point la définition est nette. En fait, à quel point Soderbergh, à ce moment-là, pour pouvoir nous rendre compte, on va dire, de l'indistinction même de ce qui se joue entre les personnages et de la position de Chelsea, crée un flou, je dirais, je parlais d'une définition, on va dire un flou net. C'est ça qui me marque. Je veux dire, un des faits esthétiques du film, c'est d'abord ça, à quel point le flou est net. Voilà. C'est balèze, ça. Mais il y a un truc qu'on a... Oui. Non, j'y repensais parce que je repensais aux plans que tu décrivais. Il y a aussi, ils sont parfois en contre-jour, enfin en contre. La lumière est toujours naturelle. Ouais, oui. Non, c'est un gros pari, ça aussi, d'absenter souvent le visage des personnages. Ils sont parfois de dos, etc. Ils sont parfois tout petits dans le plan. Ils sont parfois effectivement par un jeu de lumière presque absentés, abstraits ou floutés. C'est quand même un drôle de pari sur le spectateur, et ça, je trouve que ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut faire exister les personnages de cette façon-là. Alors, je pense qu'aussi chez Soderbergh, il y a l'idée que le cadre est aussi important que les personnages, donc il faut absolument... Mais le cadre chez lui, c'est tellement concret aussi, quoi. C'est concret, c'est pas... Parce qu'on peut dire abstraitement, les gens sont toujours le fruit de leur milieu, tout ça, et oui, on a affaire à des gens qui vont être un peu des incarnations d'un lieu qui s'appelle New York, qui s'appelle l'épicentre boursier du monde. Et donc l'épicentre de la crise. Ok, donc on voit New York et ils seront pris dans New York. On la voit souvent déambuler dans New York avec des cadres très très larges. Mais il y a aussi un truc qui revient tout le temps, c'est les restaurants. Les restaurants, chaque fois, tu vois, ils sont tout petits. Il y a toujours des plans larges qui introduisent la scène. L'Union européenne. Ouais, par exemple celui-là, qui est intéressant comme nom. Mais là, je m'étais dit, mais c'est pareil, je reviens toujours un peu au terre à terre. Je pense que n'importe quel producteur, bas de plafond ou étroit d'esprit, c'est-à-dire n'importe quel producteur, non, je vais un peu vite, se serait dit en voyant le premier montage ou en voyant le scénario, genre, mais il y a trop de scènes de restaurant. Il y a trop de scènes de restaurant. Il y a trop, enfin, faut varier. Donc, essaie à un moment de les faire se rencontrer plutôt à Central Park. Fais un truc comme ça. Varie dans la rue, en marchant. Non, restaurant. Pourquoi ? C'est le quotidien de Chelsea, c'est le quotidien de tous ces gens. Parce qu'en fait, c'est bien au restaurant que se produisent les premières entrevalorisations. Et d'ailleurs, le cas, plus le restaurant, c'est des choses élémentaires qui datent de bien avant le capitalisme financier. Mais je veux dire, je me valorise en m'associant à un cadre particulièrement valorisé. Donc le restaurant chic, effectivement, c'est comme ça qu'elle arrive à monter en gamme comme prostituée, à s'imposer comme prostituée de luxe, attirant une certaine clientèle chère, etc. par une espèce de jeu d'entraînement comme ça. Mais d'ailleurs, ça revient souvent chez Soderbergh, les restaurants. Mais je pense que je me suis jamais autant dit qu'ici à quel point c'était... Dans le cinéma, les scènes au restaurant, c'est parce que des fois, il faut bien que les gens se parlent. Et souvent, quand les restaurants sont un petit peu chics, c'est pour faire une image chic. Et c'est pas sérieux de penser le cinéma comme ça. Ça, c'est typique. C'est quelque chose qui n'est pas pensé, comme une espèce d'automatisme. Chez Soderbergh, c'est vraiment important. Je pense que vraiment, c'est le grand cinéaste qui a montré à quel point ce lieu était important dans le système, dans l'éthos de ces gens, dans leur habitus, mais dans l'éthos de pas mal de gens. Donc vraiment, il y a comment dire ? Oui, en fait, tout est très habité chez lui. Tu vois, on a commencé un peu la soirée en mettant vraiment en avant son côté expérimental et de fait, voilà, il l'est par tous les ports. Mais vraiment, l'expérimentation n'est jamais découplée de questions très basiques. Du genre, au bout du compte, qu'est-ce qu'il en est de ce que je suis en train de filmer ? Qu'est-ce qu'il en est de ces personnages ? Qu'est-ce qu'il en est de New York en 2008, etc. Voilà, je ne sais pas comment je suis arrivé là alors qu'on parlait d'image et de raid. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, tout à fait. C'est des gens qui. Mais je pense que ça, à la rigueur, ce serait une représentation, j'allais presque dire classique de la bourgeoisie. Les gens qui se font servir. Là, attention, le restaurant comme lieu de travail. C'est-à-dire le seul travail de ces gens qui consiste à fabriquer de l'auto-valeur, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de travail très virtuel, quoi, qui ne fonctionne que sur le verbe. Il faut se parler, il faut se montrer dans certains lieux. Ça, je crois que ça a été moins filmé. Le restaurant, dans cet usage-là, je dirais.
Je suis désolé, on va devoir arrêter. En tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. Juste, le livre, ça sera en 2025, c'est ça ? Oui, ça sort en 2 tomes, donc il y a 2 périodes. Ça sera en 2025 chez Marest Éditeur, avec Christophe Chabert. Bon, en tout cas, hâte. Moi, j'ai lu quelques passages, c'est un teaser. Ça sent le génie. Bon. En tout cas, c'est à la hauteur du sujet, ce qui est un compliment, je crois. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'être resté jusqu'à la fin. Vous, merci beaucoup. Merci de votre patience et d'avoir été là, un 22 juin. Merci, Samir, pour ton accueil. Merci, Samir. J'ai pris des notes, moi. En tout cas, je rappelle que tout ça, c'est enregistré. Donc, si vous voulez le revoir, l'émission sera sur la chaîne. Et oui, comme d'habitude. En tout cas, un grand merci beaucoup. Merci, Amine, et à toute l'équipe du Club de l'Étoile. Très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.